Bonjour et bienvenue à la série En Mouvement. En Mouvement est une série d'entrevues réalisées par l'Institut Malais qui vise à mettre en lumière l'évolution de la culture philanthropique québécoise en tentant de mieux comprendre les enjeux actuels et de promouvoir les solutions imaginées par les acteurs de la bienfaisance et de la philanthropie d'ici. Nous y recevrons différents invités, tous agissent pour la ou les causes de leur cœur. Ils viendront nous partager leur expertise, leurs constats, mais surtout les actions qu'ils mènent au quotidien. Je suis Caroline Richard, directrice générale de l'Institut Malais, et c'est moi qui aurai la chance de m'entretenir avec ces acteurs de changement engagés pour le bien commun et qui, j'en suis certaine, sauront vous inspirer dans vos propres engagements. Je vous souhaite une bonne écoute et de nombreux apprentissages. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série En Mouvement. Nous y parlerons aujourd'hui du déplacement du pouvoir de décision dans le secteur philanthropique. Dans sa synthèse du sommet 2023, Benoît Lévesque, professeur émérite de l'UQAM et ancien conseiller scientifique de l'Institut Malais, résume le mouvement actuel dans la philanthropie au Québec. La philanthropie se transforme pour devenir transformatrice, en cherchant à s'attaquer aux causes systématiques plutôt qu'aux symptômes. Grand promoteur de nouvelles façons de faire et de penser, notre invité du jour symbolise cette transformation, ainsi qu'un mouvement en cours depuis des années, le déplacement du pouvoir de décision dans le secteur philanthropique. Nous accueillons aujourd'hui le président directeur général de Centraide du Grand Montréal, M. Claude Pinard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En quelques mots, peut-être vous présenter et présenter l'organisation que vous représentez. En quelques mots, c'est absolument impossible. Donc, je vais faire un grand effort. Donc, Claude Pinard, PDG, comme vous l'avez bien mentionné, Caroline. Donc, j'ai une expérience qui a été institutionnelle avec Hydro-Québec. J'ai été dans le privé avec la famille Saputo et en philanthropie depuis 2013. Et 3 ans chez Centraide. Centraide du Grand Montréal est un investisseur social stratégique dans le Grand Montréal, donc 4 millions de personnes où on aide ou contribue à aider à améliorer la qualité de vie de 800 000 personnes. Un gros mandat. Gros mandat. Dans vos différentes interventions, notamment au sommet, vous militez pour une philanthropie dite catalytique et une collaboration radicale. Pouvez-vous, en quelques mots, nous expliquer brièvement ces deux concepts? Alors, la catalytique, ça veut dire comment on fait en sorte de venir catalyser des initiatives existantes. Alors donc, souvent en philanthropie, on a nos propres objectifs d'organisation, on a nos propres valeurs d'organisation. Comme individu, on a nos propres valeurs également. Et des fois, il faut juste se tourner pour voir comment on peut venir en aide à des initiatives qui existent déjà. Et ça fait le pont, si je peux me permettre, avec la collaboration radicale. Parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable que la collaboration. Alors, tout le monde va vous dire, moi, j'adore collaborer. C'est pas vrai. La réalité, c'est que les gens n'aiment pas s'asseoir autour d'une table puis collaborer avec le monde parce qu'ils sont obligés de laisser aller un peu leur objectif, disons, d'organisation, ou ce que j'appelle les objectifs corporatistes, dans le but de se mettre au service d'une solution qui va bénéficier à la personne qui est au centre de la table qu'on essaie d'aider. Donc, ça exige un déplacement du pouvoir. Ça exige nécessairement de laisser aller un peu de son pouvoir pour le mettre au centre. Mais surtout, ça exige, comment dirais-je, de beaucoup d'humilité. Ça exige aussi de prendre en considération l'expérience des autres. Alors, vous et moi, on ne peut pas présumer une expérience qu'on n'a pas vécue. Ça exige aussi de faire la place autour de la table à des gens qui, traditionnellement, ne sont pas là. Ça exige également une meilleure compréhension. Vous avez parlé de changement systémique tantôt. Une meilleure compréhension des systèmes qui font en sorte que les gens vivent certaines situations de vulnérabilité. Donc, il y a des gens qui sont pris avec une réalité quotidienne, placés dans un système qui ne sont pas capables de s'en sortir pour toutes sortes de raisons. Vous savez, on me demande souvent quelle est la définition de la pauvreté. Alors, il n'y a rien de plus facile que la définition de la pauvreté. C'est une personne qui n'a pas les ressources nécessaires, financières ou autres, pour venir subvenir à ces 4 besoins essentiels. Loger, nourrir, vêtir, déplacer. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, ce sont les facteurs qui font en sorte que la pauvreté est présente. Et quels sont les facteurs? Vous êtes une personne racisée, une personne immigrante, vous êtes une femme monoparentale, vous n'avez pas gradué, pas de secondaire, donc sous-scolarisation. Ces facteurs-là, ça complexifie dans l'analyse qu'on fait de la pauvreté. Et
comme société, souvent, et je parle souvent de ça, puis c'est un peu, comment dirais-je, je ne vais pas dire mon rêve, mais en anglais, on dit un moonshot. Non, si j'avais à dire je veux atteindre quelque chose dans la vie, il faut arriver à travailler sur la structure de la pauvreté, les changements structurels qu'on doit faire. C'est pas compliqué. À la base, on parle d'emploi et de scolarisation. Donc, revenus. C'est démontré par je ne sais combien d'études partout dans le monde que votre salaire de diplomation, c'est-à-dire votre niveau de diplomation influe directement sur le salaire que vous allez faire plus tard. Même chose pour naturellement le type d'emploi que vous allez avoir. Il y a une phénoménale campagne ces temps-ci par différents entrepreneurs qui disent qu'il faut arrêter de dire que les métiers, c'est pas intéressant, tu sais. C'est extraordinaire, les métiers. Je veux dire, moi, honnêtement, là, je pense que si j'avais 3 enfants, demain matin, je leur dirais devenez plombier, électricien, puis on va se partir une business. Vous ne manquerez jamais de travail. Mais ce qui est important, c'est d'aller à l'école, de rester à l'école, de s'assurer de graduer dans le but de s'assurer d'avoir des résultats. Donc, si vous êtes sous-scolarisé, vous avez plus de chances d'être, disons, dans une situation de pauvreté. Et je terminerai en disant, dans le Grand Montréal, il y a une différence de diplomation de plus de 15 % dépendant du code postal dans lequel vous êtes né ou dans lequel vous habitez actuellement. Au moment où on se parle, en 2024, complètement inacceptable. C'est un constat qui est difficile. Puis il y a peut-être aussi, vous parliez du revenu, mais il y a le logement aussi, j'imagine, qui vient quand même jouer dans les facteurs de la pauvreté. Bien, actuellement, on n'a pas le choix d'ignorer la crise du logement. Vous avez parfaitement raison. J'étais dans une banque alimentaire l'autre jour dans le quartier Côte-des-Neiges. Un couple, les deux travaillent. Ils sont habillés comme vous et moi. Et le directeur général, que je connais bien, il me dit, je me suis avancé puis je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pas pour leur dire, allez-vous-en, vous êtes habillés trop propre, là, c'est pas ça. Mais il dit, expliquez-moi. Fait qu'il dit, bien, c'est pas tellement compliqué. Nos revenus familiaux sont de 85 000 $, puis 50 % de nos revenus nets vont sur le logement. Ils ont un jeune enfant qui va à l'école, rentrée scolaire. On a besoin d'être en banque alimentaire pour combler la fin du mois, mais et je crois que vous avez reçu en entrevue également des gens des banques alimentaires du Québec et ils vous diront mieux que moi, la difficulté qu'on a maintenant, c'est que les banques alimentaires, avant, c'était comme une tactique. T'sais, en fin de mois, on avait un peu de difficulté. Ben là, c'est temporel. Ouais, mais là, maintenant, c'est devenu une stratégie. Donc, ça fait partie de la stratégie pour nourrir une famille. Donc, les éléments qui ont fait en sorte, les facteurs qui ont fait en sorte que les situations de vulnérabilité, pauvreté, d'exclusion dans les dernières années font en sorte qu'il faut, je pense, repenser aux causes systémiques de la pauvreté, également aussi à ce que j'appellerais la distribution du pouvoir, puis la capacité qu'on a de mettre les gens autour de la table qui vivent la situation dans le but de les mettre dans les décisions. Justement, je vais revenir au déplacement du pouvoir comme on a abordé au début de l'entrevue. Tout ce concept-là, comment on l'intègre dans vos décisions, dans votre organisation? Ça demande un changement de vision puis de mentalité important au sein même de l'organisation, auprès des partenaires, auprès des donateurs. Comment on fait vivre ce changement-là? Bien, merci de la question parce qu'on est en train de tester Centraide du Grand Montréal. Et vous savez, les centraides, on a une approche territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans un arrondissement de Montréal, disons, il y a une table de quartier, il y a des organismes, il y a des institutions qui font partie de la table de quartier, des organismes communautaires dans les différents secteurs, que ce soit personnes âgées, réussite éducative, santé mentale, des organismes pour les femmes également. Ce sont des gens qui sont ensemble et qui discutent des enjeux regroupés autour de la table de quartier. Alors, le modèle traditionnel, c'est qu'on a des relations avec chacun des organismes, n'est-ce pas? Et en fonction des champs dans lesquels nous, on investit chez Centraide, on va vers les organismes qu'on peut financer en fonction des champs qu'on soutient. Actuellement, avec le projet d'impact collectif, dans lequel on est engagé depuis 7 ans maintenant, on est à la phase 2, c'est des programmes de 5 ans. Alors là, on dit, non, réunissez-vous et déterminez quels sont vos besoins. Alors, c'est vraiment une approche, comme on dit, du haut vers le bas, le bottom-up, qui vient dire, nous, on s'est réunis ensemble, puis ce qu'on a besoin de travailler, c'est un projet de mutualisation ou on aurait besoin d'une ressource pour nous aider à faire avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans les autres quartiers sur l'insécurité alimentaire, disons. Alors donc, c'est déjà une première approche de laisser aller le pouvoir vers les gens qui disent, non, l'enjeu qu'on a déterminé, nous, c'est de faire ça. Alors moi, ce que je rêve de faire, c'est de pousser ça encore plus loin, puis d'arriver avec... puis on n'est pas là encore, là, je tiens à le dire à tout le monde, là. Mais ce à quoi je réfléchis, je me dis, ça serait super intéressant si on pouvait arriver dans un quartier donné puis dire, voici l'enveloppe de ce qu'on donne traditionnellement ici, dans ce quartier-ci.
Maintenant, on va vous appuyer avec les données, on va vous appuyer avec l'expertise sociale, on va vous aider à combler les données qui manquent, les compétences que vous n'avez pas aussi, s'il y a besoin donc de faire du développement de compétences, et décider entre vous comment on devrait régler ou s'attaquer aux problèmes de pauvreté et vulnérabilité dans votre quartier. Alors là, on est vraiment dans philanthropie basée sur la confiance, qui est très galvaudée, selon mon avis. Les gens aiment dire qu'ils font de la philanthropie basée sur la confiance. Moi, je suis pas un sceptique. J'adore le concept. Même on l'embrasse chez Centraide, mais les gens ne sont pas aussi avancés qu'on devrait l'être, je pense. Alors, ça implique de faire son devoir, de comprendre, qui essaie d'aider, premièrement. Alors, dans ce cas-ci, Centraide, on a ce volet-là très, très fort. On a la relation continue également très, très fort. On a une expertise sociale, on a des gens qui connaissent. Mais imaginez si demain matin, on changeait complètement l'approche philanthropique en disant, voici l'enveloppe qu'on a réussi à amasser pour vous donner un coup de main. On est prêt à vous donner un coup de main en développement de compétences, je me répète, là, et sur les différents enjeux. Il manque un peu de data, on va vous aider. Dans le fond, c'est de donner les outils. Exactement. Pour mieux faire face aux problèmes d'une situation X. Puis cette situation-là, comment je pourrais dire, elle a été déterminée par le terrain. Le problème est, on le vit, on le sent, on sait comment agir, mais on a besoin d'outils pour pouvoir intervenir puis avoir des résultats concrets. Là, Centraide vient intervenir. Absolument. Puis il faut avoir le courage, les philanthropes, de faire ça dans la durée. Donc, on ne fait pas 1 an. On se dit, on s'engage pour 5 ans. Puis pendant 5 ans, on verra les résultats à la fin. Puis on sera là pour vous aider si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit. Mais l'idée, donc, c'est de s'engager dans la durée également. J'ai une chronique qui s'en vient dans la presse où je vais parler de prévisibilité. Et il faut donner la prévisibilité aux communautaires, entre autres. Mais en philanthropie, c'est souvent une difficulté. On fait des contrats d'1 an, 2 ans. Oui, des fois 3. Oui, puis les fameux appels à projets. Tu sais, j'ai rencontré un organisme. Écoutez ça, il y avait 34 bailleurs de fonds différents, 38 redditions de comptes différentes. OK? Puis là, tu as des absurdités du genre. Ils voulaient faire du travail de rue, donc ils embauchaient du travail de rue. Le maximum que tu peux avoir d'une subvention d'un ministère à Québec, c'est 50 000 pour ce projet-là en particulier. Et là, 50 000 c'est le salaire d'un travailleur de rue pour 1 année. Tu as besoin d'être efficace. Pour être efficace ou en sécurité, tu as besoin d'être 2. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu embauches 2 personnes à temps partiel pour l'été ou tu embauches 1 personne pour l'année? Ce genre de truc-là, il faut que ça arrête. Je veux dire, à un moment donné, il faut reconnaître l'expertise du communautaire. Et moi, c'est une notion, Caroline, que je n'avais jamais comprise avant d'arriver chez Centraide. Donc, la fameuse notion de reconnaissance du communautaire, qui vraiment ça a chamboulé ma vie de philanthrope, bien franchement, parce que ça implique que chaque fois, ils doivent recommencer puis démontrer si leur action est pertinente. Imaginez-vous si chaque année, un médecin devait redemander au ministère de la Santé s'il pouvait avoir sa pratique, OK? Et il se faisait dire par le ministère de la Santé, oui, mais cette année, on va focusser sur la santé mentale. Donc, dans ta pratique, il faudrait que tu aies de la santé mentale, puis voici ce qu'on va avoir besoin de toi dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir un salaire. Exactement. Alors, et là, tout ça va te permettre d'avoir un salaire, bien dit. Fait que, alors, moi, je rêve d'un communautaire où les directrices générales, j'utilise souvent le terme féminin parce que beaucoup de femmes, je ne le fais pas au détriment des hommes, je veux marquer le point quand même. Je rêve où les directrices générales n'auraient pas à passer 70 % de leur temps à assurer leur salaire puis celui de leur équipe. Tu sais, pour l'année prochaine, je pense que c'est des gens qui font un travail absolument phénoménal. Donnons-leur la capacité de le faire sans avoir à répéter des gestes qui deviennent, je dirais, quasiment machinales à la fin de la journée. Il y a tout l'aspect de reddition de compte. On parle de la relation de confiance, mais aussi la possibilité d'innover. Tu sais, ça laisse moins de place. C'est tellement tout cadré, tellement tout normé que ça doit laisser une place plus limitée à l'innovation. Alors là, Caroline, vous tombez dans un de mes champs préférés, l'innovation. J'ai été impliqué dans la Maison d'innovation sociale à Montréal, puis je me souviens d'avoir eu une conversation avec un ancien ministre de la Santé qui m'avait dit « Ah, l'innovation sociale, tu sais... Et puis il confondait ça avec l'innovation technologique. Il dit « Il faut que tu me démontres, tu sais, que ça va se payer tout seul. » Fait que là, j'ai fait « Écoutez, il n'y a rien qui se paye tout seul dans la vie. Non, ce que je lui disais, c'est que c'est une façon de regarder un problème social puis de trouver une réponse adéquate d'aujourd'hui pour s'attaquer à un problème de façon durable. Alors, tu sais, c'est des réponses d'aujourd'hui à des problèmes d'aujourd'hui et de façon durable. Et c'est durable le mot-clé ici, là, dans la mesure où, encore une fois, on peut donner un peu de prévisibilité aux différents organismes. Mais l'idée, c'est qu'ils innovent par la force des choses.
OK? Fait que si tu es dans un environnement où ta gestion quotidienne est une gestion de crise, parce que moi, je fais souvent, puis des fois, je me fais chicaner par certaines personnes dans le communautaire, de dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sociaux. Alors, les entrepreneurs, c'est quoi? C'est une personne c'est des chercheurs de solutions. Dans le communautaire, ce sont des chercheurs et applicateurs de solutions. Fait que si on leur permettait, imaginer, de s'élever de 10 mètres au-dessus de la mêlée, puis d'essayer de voir comment ils pouvaient s'attaquer à différents problèmes, ça serait extraordinaire. Fait que là, ça prendrait deux choses. Un, des meilleurs salaires et des meilleures conditions pour tout le monde, puis un peu plus d'argent pour financer les activités de base. Je reviens sur la notion de philanthropie transformatrice. Oui. C'est un concept qui, quand même, vient, comment je pourrais dire, frapper l'imaginaire, vient nous questionner aussi sur comment on aborde cette transformation-là. Les gens, comment les gens avec qui tu travailles, avec qui tu es en relation, autant auprès des donateurs, des organisations, des partenaires, comment ils reçoivent cette notion-là de faire le changement ou du moins amorcer un changement vers une philanthropie davantage transformatrice? Je pense qu'un des défauts qu'on a en philanthropie, parfois, en développement social, en philanthropie, en transformation sociale, c'est qu'on parle compliqué et qu'on aime ça se parler à nous-mêmes. Et je pense que lorsqu'on parle de philanthropie transformative, il faut avoir un discours sur la différence entre la charité, disons, donc se faire du bien et d'aider des gens de façon directe demain matin, ce qui ne va jamais arrêter, on s'entend. Il y a des gens qui ont besoin d'aide et il faut être là pour les aider. Nous, Centraide du Grand Montréal, on va tout le temps le faire. Important pour nous. En même temps, lorsqu'on a la possibilité de s'attaquer à la cause même des problèmes. Donc, si on parle de décrochage scolaire et de réussite éducative et sociale des jeunes, si on est en mesure de faire une différence demain matin et de faire en sorte que 2500 jeunes restent accrochés à l'école, qui vont devenir des contributeurs, puis que mathématiquement, on est capable de faire les chiffres, donnez-moi 10 femmes d'affaires, 10 hommes d'affaires, je vais les convaincre demain matin d'investir dans des programmes qui vont s'attaquer à, pas nécessairement à l'aide aux devoirs demain matin, mais à s'assurer que les enfants réussissent et qu'on travaille plus en amont du problème. Fait que quand on dit transformatrice, c'est pas seulement transformatrice dans la façon de travailler puis la façon de trouver des solutions, mais c'est dans la façon qu'on donne et qu'on accepte de donner. Donc, plusieurs grandes fondations familiales au Québec, au Canada, aux États-Unis. Les Américains, je vous dirais, en philanthropie, sont peut-être avancés de au moins 10 ans plus en avance que nous sur certains volets, dont entre autres sur la transformation. Et je pense qu'il faut se donner les moyens d'essayer des trucs et surtout arriver à la réalisation, et j'écris constamment là-dessus, que seul, on n'y arrivera pas. Donc, le gouvernement du Québec seul n'arrivera pas. La Ville de Montréal tout seul ne sera pas capable. L'entreprise privée, les donateurs, les organismes communautaires, les personnes s'entraident. Seul, on n'y arrivera pas. Donc, nécessairement, il doit y avoir des collaborations, des conversations sur comment y arriver. Et nécessairement, il faut accepter tout le monde qu'il faut essayer des trucs. Puis essayer des trucs, ça veut dire des fois se tromper, mais ça veut dire surtout mettre de la dignité dans la vie de beaucoup de personnes. Il n'y a personne, Caroline, qui se lève le matin en disant « Ah la boy, je m'en vais à la banque alimentaire ce soir. » Il n'y a personne qui se lève et qui se dit « Je veux être un bénéficiaire aujourd'hui. » Mais il y a 100% des gens qui veulent contribuer. Il n'y a pas d'enfants qui se lèvent le matin qui disent qu'ils ne veulent pas réussir à l'école non plus. C'est... Très, très clair. Donc, il faut se donner les moyens comme société. On ne peut pas en échapper un jeune ou une jeune. Je parlais d'itinérance en fin de semaine avec des gens de mon entourage, puis j'ai laissé parler, puis à un moment donné, j'ai fait « Est-ce que tu as réalisé que cette personne-là, c'est le frère de quelqu'un ou c'était peut-être ton voisin? » Et là, il y a eu un silence, puis j'ai dit « Écoute, dans ton environnement, très proche, dans ta famille, au travail, tu as une personne, ou deux, ou quatre, qui est à une situation de vivre, une épreuve de vivre une situation de vulnérabilité. » Et là, quand on parle d'épreuve, là, écoutez, santé mentale, ça peut être des heures coupées au travail, ça peut être un enfant qui ne réussit pas, ça peut être une séparation qui est difficile, un parent malade et qui va littéralement plonger la personne vers une situation de vulnérabilité. Donc, et j'ai l'impression, puis c'est la façon dont j'explique la générosité actuelle qu'on voit partout. Là. C'est drôle parce que
il y a certains de mes collègues qui, dans d'autres secteurs, me disent « Ouais, on voit un peu une baisse dans certains noms philanthropiques. » À Centraide du Grand Montréal, on ne le voit pas. Québec non plus. Ma collègue me disait dans les autres Centraides, ça va très bien. Et une des raisons, est que je pense que les gens le voient plus et le sentent plus eux-mêmes à cause de l'inflation qu'on a vécue dans les dernières années, entre autres. Pensez-vous que les gens sont plus sensibilisés, justement? C'est définitivement... pour moi, oui. La réponse, c'est oui à ça. Et je pense aussi que les situations sont plus près de nous. Veux pas. La proximité. Oui. La meilleure compréhension ou la réalité qui nous frappe trop souvent. Absolument. Avec tous vos principes, avec votre vision, quel serait votre souhait si vous avez à vous projeter dans 10 ans, prendre une photo de l'action du Centraide de Grand Montréal? Bien, il y aurait un camion de déménagement, puis on donnerait l'ensemble de nos meubles à des organismes communautaires parce qu'on aurait fermé Centraide du Grand Montréal. Naturellement, ça n'arrivera pas. Il y a une journaliste qui me demandait je rêvais à quoi pour dans 10 ans, puis je disais je pense qu'il faut rêver qu'on ferme nos organismes. Mais on le sait, là, c'est réaliste. Moi, je vais vous dire, Centraide a plusieurs super pouvoirs. On en a 2 très solides. On a une expertise sociale. On a des conseillers qui sont sur le terrain tous les jours. On parle avec les gens. Donc, on est en mesure de recueillir toutes les histoires, le storytelling. Okay? Et quand on prend les histoires puis on colle ça à de la donnée, c'est ça qui peut nous permettre d'atteindre des changements systémiques. Donc, de venir montrer aux institutions et au gouvernement que des solutions mises de l'avant fonctionnent. Okay? Donc, ça, c'est le premier super pouvoir. Le deuxième super pouvoir, c'est le pouvoir de rassembler et de passer à l'action. Alors, vous me dites dans 10 ans, Centraide, moi, je vois Centraide comme étant, non pas au centre des solutions, mais qui aura porté ou aidé les organismes communautaires, les citoyens, à porter les solutions, leur permettant de vivre dans la dignité, leur permettant de sortir de la pauvreté, leur permettant de faire en sorte de briser les barrières du système et de pouvoir exercer une pleine citoyenneté. Et je pense, on va y arriver, Caroline. On va y arriver parce que je crois sincèrement qu'on est à une étape de la société où on vit très rapidement. La majorité est fatiguée. Je l'ai déjà écrit. Elle est fatiguée. Pourquoi? Parce qu'elle est bombardée d'informations. Bombardée d'informations négatives. Elle voit ses problèmes souvent peut-être plus gros qu'ils ne le sont véritablement, voit les problèmes de ses voisins. Ça ne lui tente pas d'importer les problèmes des autres dans son quartier. Donc, on parle un peu du phénomène pas dans ma cour. Et tout ça amène un peu, pour toutes sortes de bonnes raisons, un peu, je ne veux pas dire d'intolérance, mais un peu de fatigue. Et cette fatigue-là se manifeste par peut-être un manque un peu des fois, je ne veux pas dire de compassion, mais d'énergie qui pourrait être positive. Alors, il faut toujours se rappeler d'où on vient, d'où on s'en va. Puis c'est un peu quétaine là, comme formule. Mais toujours se rappeler aussi qu'on est qui on est comme personne, mais on est également un citoyen qui fait partie d'une communauté, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les organismes communautaires, dans le bénévolat que vous faites tout le temps ou que les gens font. Donc, on est citoyen, on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Puis, et à la fin de la journée, ce grand tout-là doit mieux aller. Et on ne sera jamais capable de le faire, je me répète, seul. Alors, l'organisme communautaire seul ne peut pas régler la pauvreté dans Saint-Laurent. On ne peut pas, demain matin, un seul organisme régler la faim dans Saint-Roch. Mais si on se met tout le monde à travailler sur les causes de la faim dans Saint-Roch, il y a des très bonnes chances qu'on soit en meilleure posture dans 5 ans. Et si on se met à travailler sur les causes structurelles, il y a de très bonnes chances que la diplomatie augmente, puis savez-vous quoi, que les salaires augmentent, puis que la fierté des gens augmente, puis la dignité augmente, puis on va se mettre comme société à plus peut-être mettre l'attention sur des choses qui sont positives et faire en sorte qu'on aille mieux. Tu sais, qu'on vive à une vitesse qui soit acceptable, qu'on soit capable de faire le ménage entre les bonnes et les mauvaises nouvelles et qu'on prenne le meilleur puis qu'on essaie de contribuer comme citoyen. C'est un beau programme pour les 10 prochaines années avec beaucoup de travail à faire, mais un objectif réalisable. Alors, merci beaucoup, Claude, de nous avoir accordé de ce temps pour nous éclairer sur la question philanthropique. Et nous, on se revoit pour un autre épisode de En Mouvement.